Alright, on est parti pour le 12e et dernier épisode de notre première saison de 2025. Le premier quart de 2025 se termine aujourd'hui avec une invitée très spéciale, Jennifer Brown, qu'on a eu la chance d'avoir dans 2 rencontres d'équipe dans le dernier mois pour parler de santé mentale chez les athlètes. Puis, c'est un sujet qui est peut-être pas assez parlé. Aujourd'hui, on veut vraiment avoir une conversation ensemble au sujet de la santé mentale chez les athlètes, peut-être briser le tabou, parler de certaines expériences, parler de ce qu'elle voit dans sa pratique, puis de son rôle peut-être à travers ça avec les athlètes. Alors, bienvenue sur le podcast, Jennifer. Merci, hey, merci de la belle invitation. Je suis super enthousiaste de participer au podcast MVP, puis de parler de santé mentale qui est super bubbly, là, autant qu'un bon pain frais, chaud qui sort du four. Non, c'est pas vrai. Ouais. En général, c'est pas très populaire là, comme sujet, mais de plus en plus, on le voit dans les médias, puis on le voit dans les discussions. Fait que merci de me laisser une petite place dans votre... Absolument. Avant même de te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, je veux dire, tu n'as pas une présence sur les réseaux sociaux qui fait qu'on te voit toujours. Je pense que c'est quelque chose que tu vas travailler, que tu m'as glissé un mot du moins à travailler dans les prochaines semaines, mais qu'est-ce qui, à la base, t'a fait découvrir MVP? Tu sais, moi je le sais, là, tu as un gars qui joue au football et ainsi de suite, mais qu'est-ce qui t'a fait un peu découvrir ça puis qui a fait qu'on a commencé à échanger puis que tu as cet intérêt-là d'aider des joueurs de football? Tu sais? Fait que la découverte MVP peut-être, mais aussi pourquoi les jeunes athlètes, pourquoi les jeunes joueurs de football, ça t'intéresse de peut-être venir aider à ce niveau-là? Ben, d'abord, tu l'as dit, mon gars est un joueur de football, fait que je suivais MVP pour lui, mais aussi pour moi, parce que je trouvais ça super intéressant, les capsules. MVP a une super vision de la vision de la santé là, globale. Fait que ça, je trouve ça trippant parce que quand vous adressez la santé, il y a toute la portion sport, athlète, performance, mais il y a toute la portion aussi équilibre de vie dans la santé. Puis, à un moment donné, Marc, tu faisais une story, je pense, sur le sommeil. Puis là, tu t'es dit, je Oui, suis pas oui, un oui. spécialiste du sommeil. Tu sais, j'ai fait, oh, ben moi, je pourrais peut-être être comme en La collaboration, spécialiste travailler du là-dessus. sommeil. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme venu me chercher, puis c'est là que j'ai communiqué avec toi. Puis bon, on a échangé, puis on a vu tout de suite que ça pouvait être intéressant là, d'approcher la santé mentale pour compléter votre offre de service, là, tout ça. Fait que ouais, c'est un peu ça qui. Puis tu sais, moi de mon côté, je travaille avec les athlètes. Je travaille pas juste avec les athlètes, mais la santé psychologique sportive, c'est pour moi une passion. Je trouve ça super intéressant d'approfondir depuis que je suis moi-même une sportive et mes enfants, c'est des jeunes athlètes puis là, plus ça se développe, plus je suis dans le monde du sport de haut niveau. Fait que je trouve ça encore plus passionnant. Fait que ce qui m'intéresse, ben, c'est que la santé mentale, en fait, ça fait partie de la santé physique, puis c'est souvent le game changer quand on est top shape physiquement, mais qu'il manque un petit quelque chose. Puis pour beaucoup d'athlètes, on le voit que c'est un problème. Puis il y en a à tous les niveaux. Il y a des athlètes pour qui ça, c'est vraiment le frein dans leur performance. Là. Je veux dire, pourraient probablement performer vraiment plus si d'un point de vue santé mentale. Puis je déteste le terme, mais santé holistique, l'athlète allait mieux, si on veut. Je pense que c'est Oui, quelque chose qui pourrait atteindre des sommets plus hauts. Mais il y en a qui sont au sommet, puis on en a vu plusieurs là, qui sont au sommet, puis deal avec des problèmes de santé mentale en pensant à Simon Biles qu'on a entendu parler, on a entendu parler de Michael Phelps, on a entendu parler de beaucoup de joueurs récemment, ben beaucoup, plusieurs joueurs récemment dans la NFL, il y a différents articles qui sortent, puis c'est cool, là, cette semaine, je prenais le temps d'aller voir, puis en ce moment, il y a eu un trend qui est sorti chez les joueurs de football de la NFL, puis là, ils parlent du journaling, puis l'impact que ça a sur leur santé mentale, puis tout ça, fait que c'est vraiment cool de le voir comme ça. Maintenant, peut-être, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux dire, là, tu nous as parlé un peu de cet intérêt-là vient où? T'es sportif, tes gars, c'est des joueurs de football, mais cet intérêt-là, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? C'est quoi ton rôle en santé mentale? Tu as parlé que tu travailles avec des athlètes, mais qu'est-ce que tu fais réellement? Puis, prends le temps peut-être de nous expliquer aussi c'est quoi, tu sais, vraiment ce que tu fais, parce que tu me dis le terme, je suis comme, OK, cool, mais avant qu'on se parle, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que je te laisse comme carte blanche présenter ça, nous parler un peu de ce c'est que tu bon. fais dans la vie. Je vais essayer de faire ça short and sweet. Je suis infirmière à la base depuis 20 ans et plus. Mais je suis infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Donc, à la base, les IPS, de façon populaire, c'est véhiculé comme les super infirmières. On déteste le terme, là. La plupart des IPS, toutes Tu les vois, je savais infirmières. pas si c'était la même chose. Moi, je pensais Ouais. que c'était 2 choses différentes. Non, vraiment, c'est OK. vraiment le terme. Puis il y a 5 spécialités. Moi, c'est la santé mentale. Ouais. Je travaille davantage en pédopsychiatrie depuis 2020, puis la sphère de la santé psychologique sportive se développe depuis 1 an de mon côté.
En gros, ce qu'on peut faire de différent, c'est que on a un diplôme de deuxième cycle universitaire, puis on a des actes délégués médicaux. On peut faire de l'évaluation et du diagnostic. De mon OK. côté, c'est surtout l'évaluation des troubles mentaux diagnostiqués que je peux faire, puis le traitement aussi qui est associé. Évidemment, c'est une pratique, c'est une santé globale, donc on n'est pas non plus là, je veux dire, zoné à seulement que la santé mentale. Tout ce qui touche la Mhm. santé physique peut aussi être adressé. Toutefois, bon, on a des corridors où est-ce qu'on touche un peu moins là, quand on a nos spécialités. Ouais. Donc, moi, de mon côté, je vais me situer, là, si on regarde le continuum, il y a les entraîneurs, les préparateurs mentaux, les psychologues sportifs. Puis de mon côté, je vais venir vraiment au bout de la chaîne quand les symptômes de santé mentale, par exemple, ou de santé physique n'ont pas pu être traités. Je vais me situer davantage au bout de la courroie, là, si je peux dire. Puis je vais me Ouais. joindre aux équipes traitantes pour pouvoir faire part de mes connaissances, puis essayer de supporter le jeune dans son développement là, en le traitant, en faisant un diagnostic s'il y a lieu, puis en traitant, en faisant un plan de traitement qui est adapté à la situation. OK. Fait que réellement, ton rôle, c'est pas au moment où un athlète vit certains problèmes, puis il va voir quelqu'un, un psychologue. Tu sais, de manière générale, quelqu'un va aller voir un psychologue sportif, un préparateur mental avant de te voir, puis va être référé à toi, probablement par ce professionnel-là, pour dire, OK, ben, j'aurais peut-être besoin de ton aide. Tu sais, on aurait peut-être besoin d'un coup de main supplémentaire, que ce soit pharmacologique ou autre. Oui, voilà, puis tu sais, je vais vraiment normalement me joindre aux équipes traitantes pour pouvoir, parce que tu sais, c'est important, je pense que le jeune soit entouré autant de ses parents, de son environnement, tu sais, comme sportif, Mhm. puis d'être supporté par ses proches, puis par ses entraîneurs ou les coachs sportifs ou les préparateurs mentaux, ça demeure super important. Moi, je vais vraiment venir me joindre un peu comme un médecin sportif, tu sais, une grosse Ouais. blessure sportive, le médecin va joindre à l'équipe traitante pour faire le traitement médical, puis par la suite va remettre le jeune à la physiothérapie, par exemple, ou à Ouais. l'ergothérapie pour l'entraînement. C'est un peu la même chose au niveau santé mentale, où est-ce que je vais venir faire l'évaluation diagnostique, le traitement pharmacologique et ou autre. Puis les psychologues, les préparateurs mentaux, les entraîneurs vont pouvoir poursuivre. Les ergothérapeutes aussi font beaucoup de santé mentale maintenant. Bref, l'équipe autour du jeune va pouvoir, après ça, poursuivre le plan de traitement pour continuer à ce que le jeune se développe sainement. Puis, sais-tu si dans nos réseaux sportifs au Québec, puis ça doit dépendre d'une place à l'autre, probablement d'une fédération à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'un niveau à l'autre, mais sais-tu si ces réseaux-là existent déjà? Ce que je veux dire, c'est une équipe, un club, quelque chose, ont déjà une référence en psychologie, en préparation mentale, qui serait reliée avec un autre expert comme toi par la suite. Est-ce que ces liens-là sont faits à différents endroits, mais on n'entend pas parler, puis on le voit pas, ou c'est vraiment comme un manque dans nos systèmes sportifs? Je connais pas tous les environnements. Il y en a sûrement, mais habituellement, ce que j'entends, ben, premièrement, les IPS, on est en santé mentale, là, ça fait depuis 2020 là, qu'il y a des cohortes, 2019-2020, qu'il y a des cohortes qui sont OK. sorties. Fait que c'est vraiment nouveau qu'il y a des IPS qui vont se joindre aux équipes. Certains psychiatres sportifs se sont déjà... Puis, je dis sportifs, mais il n'y a pas de spécialité en psychiatrie, là, nécessairement. C'est OK. nous qui décidons d'aller se former. Quelqu'un qui est plus intéressé là-dedans va Ouais. se spécialiser là-dedans sans avoir une vraie spécialité, peut-être. Non, c'est ça, en général. Puis, de ce que j'entends dans les équipes, c'est surtout les médecins sportifs qui vont avoir un intérêt pour la santé mentale, puis qui vont Ouais. faire aussi l'évaluation puis le plan de traitement. Par contre, dans les dernières années, avec les Olympiques et tout, là, on voit vraiment qu'il y a une grande ouverture à ce sujet-là, puis il y a de plus en plus d'intérêt, là, ce qui est une très belle nouvelle là, pour les gens. Puis comment est-ce qu'on fait pour, pas briser le tabou, mais venir créer ces liens-là dans les différents clubs? Tu sais, y a-tu des solutions qui sont déjà à proposer ou qu'est-ce qu'on fait? Tu veux dire pour avoir accès à des services de psychologie et autres comme moi, mettons? Ou... Ouais, exactement, parce que je me remets à différents niveaux, puis réellement, il y a plusieurs équipes, plusieurs clubs où est-ce qu'il n'y en a pas vraiment, tu sais, ou comment est-ce qu'on fait pour commencer à établir ça dans nos systèmes? Je pense à des équipes du secondaire, tu sais, il y a probablement beaucoup d'écoles, il y a probablement certaines écoles secondaires qui ont des ressources pour ça, ou des personnes ressources à qui rediriger. Il y en a d'autres qui ont absolument personne. C'est sûr que c'est pareil au cégep puis dans les différentes universités. Ce serait quoi les solutions pour un dirigeant ou un leader dans une des équipes pour commencer à développer ça puis aider ses athlètes sur ce côté-là qui, en tant que coach, on n'est pas formé. Je veux dire, à Laval, en intervention sportive, on a eu un cours en gestion du stress puis en saines habitudes de vie, puis on a eu un cours en d'introduction à la préparation mentale, mais je veux dire, c'est pas ce qu'on fait, là. On n'est pas des experts de préparation mentale. Fait que comment est-ce qu'on fait pour venir peut-être développer ces réseaux-là?
Je pense qu'on le fait aujourd'hui en faisant un podcast pour un peu, excusez pour le son, pour déstigmatiser toute la portion de santé mentale, santé psychologique autour. Parce que c'est Mhm. encore, ça n'a pas toujours bonne presse, tu sais, de plus en plus, mais il y a certains endroits où est-ce que juste avoir accès au psychologue, il faut peut-être dans le sous-sol, en arrière, tu sais, dans la zone, mettons, la moins rénovée de l'endroit, il faut que ça soit caché, il faut pas trop le nommer, par crainte de plein de choses, là, tu sais, de pas pouvoir jouer, de pas pouvoir embarquer, de pas d'être comme stigmatisé. Fait qu'il faut vraiment comme enlever les tabous, là, puis nommer que ça fait partie de la santé globale au complet. Quand tu parlais de vision holistique, c'est ça, c'est qu'on intègre toute la globalité de l'humain, de son environnement dans son cheminement puis dans sa performance. Fait que déjà de faire un podcast comme ce matin puis de pouvoir dire que ça fait partie de la game, d'avoir oui des stress, oui des moments, mais que ça pourrait glisser vers des symptômes qui sont plus importants d'adresser. Mhm. Dans le fond. Puis pour les organisations, ça va être d'avoir accès à des formations peut-être pour les coachs, des formations pour les professeurs d'éducation physique, parce qu'il y a certaines équipes que c'est les professeurs Mhm. d'éducation physique, que ce soit au cégep, secondaire, même universitaire. Je pense que c'est d'avoir accès à de la formation adaptée pour pouvoir déceler les possibles troubles, puis après ça, mieux Cibler les red orienter. flags, Oui, tu sais, savoir un peu comment le voir, comment le trouver. Puis oui, c'est intéressant que tu le dises parce que c'est quand même, il y en a pas énormément, puis, mais c'est quand même accessible. Puis c'est pas un, je pense que ce serait facile pour tous les éducateurs. Je dis tous les éducateurs, là on parle peut-être à plus long terme de faire un changement comme ça, mais un leader, un coach ou peu importe, de faire une formation comme je t'avais parlé que j'avais trouvé un cours de premiers soins en santé mentale. En réalité, c'est pas un premier soin, c'est plus un premier répondant parce qu'on est sur la première ligne, c'est nous qui côtoient les athlètes, c'est les coachs. Puis juste d'être capable de cibler certaines choses, d'avoir de bonnes conversations, je pense que honnêtement, ça c'est la première chose. Puis après ça, c'est de réussir à développer des réseaux de contacts de confiance. oui, puis il existe des super belles ressources quand tu te mets à plonger dans ce monde-là. Il y a Mhm. vraiment des beaux programmes qui existent. Il y a des préparateurs mentaux, des psychologues sportifs qui ont monté des programmes puis qui peuvent l'offrir dans certaines écoles. Il y a aussi des organismes communautaires ou à but non lucratif là, comme Sportside ou tu sais, il y a plein d'autres. Il y a vraiment un réseau là qui peut être mis à profit là, pour pouvoir supporter les équipes puis les entraîneurs autour. Puis je pense que c'est juste d'ouvrir la communication puis la proximité que l'entraîneur, la proximité des gens autour du jeune, tu sais, d'être comme quasiment au quotidien, fait Absolument. en sorte que vous avez accès à probablement beaucoup d'informations que même des fois les parents n'ont pas accès. Fait que je pense que c'est C'est sûr important. que oui. Ben oui, puis C'est c'est sûr que normal, là, oui. tu sais, je veux dire, et on se remet à cet âge-là. C'est pas nécessairement nos parents qu'on va aller se confier qu'on a une problématique alimentaire ou qu'on a une problématique de consommation de drogue ou autre, tu sais. Fait que c'est quand même important, là, tu sais, d'avoir Non, accès. absolument. Puis tu le dis, puis ça me replonge dans les conversations que j'ai eues avec des athlètes, que je suis comme, ils se confient à moi en ce moment. Probablement que ses parents n'ont aucune idée. Peut-être que c'est coachs de football qui ont un choix sur leur temps de jeu, sur tout ça. Ben, ils en entendront pas parler. Puis je pense que c'est des relations qui sont hyper privilégiées qu'on peut avoir avec ces athlètes-là en les côtoyant autant, en développant ces relations de confiance-là. Fait que, Tu sais, on cool. veut pas faire des gens comme les coachs, des entraîneurs ou même les autres, des spécialistes de la santé mentale. C'est vraiment le dépistage. Puis après ça, Ouais, d'être un peu outillé pour bien référer quand ça dépasse les bornes puis les red flags sont vraiment ouais, urgents. Là, tu sais. Ben, pas nécessairement ouais. urgents, mais même en prévention, ça peut être intéressant. Tu sais, que le jeune puisse. Idéalement, on se rend pas à l'urgence, là. Non, on veut pas. Mais ça reste que si on a des red flags, du moment que tu as des red flags, pour moi, c'est quelque chose qui est important à trouver une solution ou à diriger une solution, peut-être. Fait Ouais, que, puis tu te sens moins impuissant face à la situation parce que tu es mieux outillé. Fait que le absolument. jeune le sent aussi, il va se sentir en sécurité, puis tu sais, ça va être plus facile, je pense, Absolument. d'évoluer. Puis plus on intervient précocement, moins il y a de dégradation de l'état, puis plus le jeune Ouais, reste performant dans ce qu'il veut viser là, comme vraiment. excellence. Puis c'est pour ça que je trouvais ça aussi important que tu viennes dans nos team meetings puis que tu viennes nous en parler à tout le monde de l'équipe. Tu sais, on a tous des rôles différents dans l'équipe, mais je pense que tu sais, les deux rencontres qu'on a eues ensemble, ça peut être un énorme game changer dans la vie de beaucoup d'athlètes. Tu sais, c'est ce qui est fou, c'est que tu viens nous rencontrer, on est 8, c'est comme OK, mais on est 8, on coach 400 athlètes dans l'année. Sur 400, il y en a probablement un. Puis si c'est un, ça vaut la peine. Tu sais, ces deux rencontres-là, on valent la peine si on peut aider un athlète sur 400 dans l'année à cause de ces rencontres-là. Fait Là, on va qu'honnêtement, regarder un peu de stats, là, mais normalement, c'est au moins une personne sur 5 là, qui a atteint un trouble de santé mentale ou de symptômes pouvant s'apparenter entre 15 ans et 19 ans, en général. Fait que, c'est entre quand même 15 et... c'est 19 ans.
il y a à peu près 1 jeune sur 5 qui va présenter des symptômes pouvant être des problématiques de santé mentale. OK. Athlète ou pas. Puis les Ouais. athlètes ont une certaine connotation où est-ce que ils vont comment véhiculer une image de la santé ultra comme parfaite, là, la Mhm. discipline, la structure. Fait qu'on dirait qu'ils ont même pas le droit, là, le mental toughness, là, comme on peut Absolument. entendre dans les boys. Alors qu'au bout de la ligne, ils sont super sollicités dans leur capacité d'adaptation. Oui, ils ont normalement une bonne capacité de gestion de plein de trucs, de stress, d'alimentation, face à leur performance physique, mais ils sont encore plus à risque parce qu'ils sont tout le temps sollicités, tu sais. Un athlète qui Absolument. habite pas chez lui, un athlète qui est toujours en mode compétition, un athlète qui a une blessure, qui se barre de sa fin de carrière. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent imbriquer. Absolument. Puis, tu sais, t'en parles, puis je suis comme, j'ai vécu ces choses-là. Puis, tu sais, il y a des parties de ça que je me dis, tu sais, tu me portes quasiment même à me questionner par rapport à ce que je partage puis ce que je vais dégager comme image. Je pense que c'est quelque chose que je fais de plus en plus attention puis que je viens montrer des moments où est-ce que hey, ma vie est pas parfaite, mais il y a des moments où est-ce que certains athlètes, là, à travers les réseaux sociaux de MVP, se disaient Hey, Marc, il est tout le temps parfait. Marc, sa nutrition est tout le temps en pointe. Marc se couche tout le temps à 9 heures le soir. Marc, il fait sa routine. Marc, tu sais, puis la réalité, c'est que c'est vraiment pas le cas. Puis je pense que c'est, tu vois, tu m'allumes des cloches. Puis je pense qu'on fait une meilleure job récemment avec ça, de venir partager que, ben, des fois, c'est d'être super sharp. Puis il y a d'autres fois où est-ce que, hey, il y a personne de parfait réellement. Puis on en a parlé dans notre rencontre de lundi de le 80-20 ou le 90-10 ou juste ça, d'être capable de comprendre ça pour les athlètes. Je pense que c'est déjà comme un step dans la bonne direction. Puis c'est important à voir de cette façon-là. Oui, vraiment. Puis il y a comme un son, hein. Je vais aller peut-être l'enlever après. Là. Je sais pas comment l'enlever puis que ça bug pas le mien. Ouais. Bref, tout Mais ça c'est pas pour grave. dire dans le sens que tu parles de 80-20, tu parles de nourriture, tu sais, où est-ce que 80 hey, sérieux, je suis désolée, vraiment. Bref, 80% de ton alimentation va être saine, va être même calculée par moment au niveau de tes calories, au niveau de ce que tu vas ingérer, au niveau de ton gramme de protéines, ton gramme de lipides. Tu sais, qu'est-ce que Mhm. vraiment d'avoir une alimentation équilibrée pour aller chercher ton max de performance. Puis ton 20%, tu sais, moi, je me rappelle avoir écouté cette story-là puis d'avoir fait, OK, c'est vrai que quand je vais faire tel compé ou telle affaire, moi-même, personnellement, puis tu sais, je me considère pas une athlète en développement, là, j'ai un certain âge qui fait que je suis pas athlète. Mais tout ça pour dire que c'est venu me dire, ah, OK, good, c'est vrai qu'on peut aller assouplir à un certain moment, tu sais, le fameux 20. Puis je pense qu'il y a comme une discipline, une structure chez l'athlète qui est normale pour pouvoir accéder à des paliers de performance Absolument. puis d'excellence. Fait que c'est important de l'avoir, mais c'est où que tu peux relâcher réellement, puis d'apprendre à connaître ta limite de relâchement sans être obligé de tout relâcher, puis là, de tomber dans des problématiques tu sais, qui sont plus graves. Mhm. Absolument. Puis à partir de là, c'est de voir le 80-20 ou le 90-10 est pas le même pour tout le monde. T'sais. Puis ça, on en a parlé aussi lundi. Puis tu sais, tu m'as comme confirmé ma réflexion lundi de ça peut évoluer à travers le temps. Tu sais, il y a des moments où est-ce que là, tu l'as dit, il y a une compétition, il y a ci, il y a ça, où est-ce que ça se peut que tu sois beaucoup plus proche de hey, je veux être à 100% dans certains aspects de ma vie, plus intense dans certains aspects de ma vie, parce qu'il y a un timeline, il y a quelque chose qui s'y rattache, puis là, ben, l'intensité que je vais avoir est peut-être moins balancée, mais il faut être conscient, puis moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué de notre rencontre de lundi, c'est faut que tu sois conscient que il y a un retour à la normale ensuite, puis c'est pas toujours vivre dans cette intensité-là. Puis c'est comment est-ce que je fais mon retour à la normale sans me créer un stress. Puis je pense à moi le premier, des diètes, là, j'en ai suivi beaucoup dans ma vie. Puis je n'ai essayé beaucoup, puis je n'ai fait beaucoup. Puis tu sais, des plans alimentaires de différents coachs, puis des types de diètes, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça les essayer, j'aime ça me dire, OK, ben moi, le monde me pose des questions là-dessus, puis ils me font confiance pour ma réponse. Fait que si je l'ai pas essayé moi-même, mais comment est-ce que tu sais, pour moi, c'est malhonnête de répondre, mais il y a des moments où est-ce que c'était beaucoup moins sain pour moi. Là. Puis je sais plus si j'en ai parlé lundi, mais il y a des moments où est-ce que c'était vraiment moins sain de... Je suivais, là, je me souviens, je me relance en... Puis, tu sais, la première diète que j'ai suivie d'un coach, c'est en 2013. 2013. Fait que j'étais, tu sais, je veux dire, on remonte à il y a 12 ans. J'étais à ma première année au cégep. Puis là, ben, je voulais perdre du poids, j'ai suivi une diète, puis je l'ai faite pendant 3 mois. Puis moi, c'était comme un blitz de 3 mois. Puis après ça, j'étais un peu perdu, puis je savais pas c'était quoi la suite. J'ai pas développé d'habileté à travers ça, de savoir, OK, mais qu'est-ce que je dois manger si je mesure pas tout? Puis c'est comme, je veux dire, je laissais pas, j'amenais des concombres puis des amandes dans mon lunch.
puis j'étais en tabarnane après quelqu'un qui me volait une amende, tu sais, puis là, on s'en reparle, c'est comme, à quel point c'est ridicule, mais c'est parce que, hey, j'ai reçu une diète, puis il y avait aucune éducation qui était faite à ce niveau-là, puis tu sais, je pense que la partie compréhension puis éducation en fait partie. Puis là, on parle de nutrition, mais c'est vrai pour n'importe quels aspects, là. Je veux dire... Puis, tu sais, si j'amène ma lunette de santé mentale, tu sais, dans ton parcours, je connais pas ton histoire de vie, mais tu as pu tester plusieurs diètes sans développer une problématique de santé mentale, comme un trouble alimentaire, par exemple. Mais chez certains jeunes, ça pourrait être un déclencheur d'avoir imposé une particularité, puis que le jeune, après ça, tu glisse vers une espèce d'obsession alimentaire qui fait, puis une obsession, mettons, de son corps, on appelle ça une dysmorphie musculaire, là, tu sais, on pourra en parler si tu as envie, mais ça fait en sorte que chez certains jeunes, fait que c'est là que de mettre la table vers, c'est correct, certaines diètes, puis on l'appelle diète, ça n'a pas toujours bonne presse non plus, là. Je pense que c'est plus une alimentation équilibrée en lien avec ce que tu veux te donner comme performance, puis face à ce que tu vas aller chercher dans ton corps, là. Mais dans le sens que si tu n'utilises pas une structure alimentaire qui t'amène vers ton top, ben c'est sûr que ça va peut-être être différent. Puis de ce que j'entends, tu en as testé plein, là, tu sais, fait que c'est cool de pouvoir faire ça, je trouve, quand même. Tu sais, quand je dis diète, comme tu as dit, des fois, il y a différents termes avec différentes connotations, mais quand j'utilise le terme diète, pour moi, il y a deux façons dont je les ai vécues. Tu sais, il y a différentes diètes, des types de diètes. Une diète sans rien mesurer, mais une diète keto, c'est un type de diète que, hey, je l'ai essayé. Puis une diète carnivore, ben, je l'ai pas essayé, mais une diète végane, je l'ai essayé. Fait que, tu sais, il y a le mot diète sans me dire que j'étais rigide dans un truc, mais c'est des trucs que j'ai essayé. Mais il y a aussi, tu sais, quand je parle en 2013, la première diète que j'ai suivie, c'était un plan alimentaire, puis tout était mesuré au gramme près. Là. Tu sais, c'était une diète, là, réellement. Puis je me vois pas refaire ça de ma vie. Tu sais, puis après ça, je sais pas si je me suis approché de troubles alimentaires ou de troubles de santé mentale, mais il y a des moments où est-ce que dans ma vie, ça, j'ai vécu des difficultés avec ça. Puis quand je dis des difficultés, je m'en suis jamais rendu compte. Pour moi, c'était tout le temps normal. C'était tout le temps, ben moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire, puis c'est pour atteindre mes objectifs, et ainsi de suite. Puis dans mon parcours sportif, c'était différent de mon parcours, puis je dis sportif, mon parcours est encore sportif, là. Je veux dire, je fais encore beaucoup de sport, je m'entraîne encore beaucoup, mais dans mon parcours compétitif, peut-être, la réalité a été différente. Tu sais, pour moi, c'était, OK, ben là, cet été, je vais, tu sais, je disais, je vais lock-in parce que la saison arrive, je veux avoir la meilleure saison de football de ma vie, je veux faire ci, je me remets d'une blessure, et ainsi de suite. Puis il y a des moments où est-ce que c'était simple, des moments où est-ce que c'était moins simple, ça dépendait de qui m'encadrait, qui m'éduquait, puis qui m'aidait. Puis je me relance ensuite, en 2019, je joue plus au football, je travaille dans une école secondaire, puis là, je suis retourné voir le premier coach qui m'avait fait une vraie diète en 2013, je retourne le voir 6 ans plus tard, puis il me refait une diète. À ce moment-là, j'étais vegan, en fait. Puis, oui, j'étais vegan. Fait que... Puis, c'était absolument malsain. Tu sais, pour moi, c'était de devenir plus lean, puis plus lean, plus lean. Puis je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était malsain, mais quel était l'objectif pour moi d'être plus lean? Je le sais pas. Tu sais, pour moi, c'était me dépasser, c'était pour atteindre, tu sais, la meilleure shape de ma vie, et ainsi de suite. Mais puis ça, je pense que c'est correct de le faire, là. Puis il y en a qui seront pas d'accord, mais je pense que c'est correct de dire, hey, je vais me rendre dans la meilleure shape de ma vie, je vais faire ci, je vais atteindre tel objectif, même si j'ai pas une compétition sportive, tu sais. Mais le moment où est-ce que, en y repensant, je suis comme c'était pas sain, c'est que, ben, une fois dans ma semaine, je dérogeais. J'avais mon cheat meal une fois par semaine, puis à ce jour, je trouve ça complètement stupide, un cheat meal. Le terme de cheat meal, la notion de cheat meal, pour moi, ça fait aucun sens. Tu sais, je veux dire, un repas de triche, là, mais comme, je veux dire, c'est pas ma femme, là. Je veux dire, manger un burger, c'est pas tricher, là. Je veux dire, c'est pas comme... C'est là Puis... que le 90-10 puis le 80-20 est intéressant. Puis t'amènes tellement Vraiment. plein de choses dans ce que tu mentionnes. Tu sais, peut-être que les diètes qui t'ont été présentées étaient moins saines à certains moments, mais étaient saines pour d'autres. Tu sais, puis c'est là l'important, c'est d'adapter face à tes besoins, mais face à ton corps aussi, qui est différent d'une personne à l'autre. Tu sais, on n'a pas tous la même machine. Puis Ouais. il y a certaines diètes qui vont être plus efficaces à certains moments de ta carrière ou à certains moments de ta vie. Mais il y a d'autres moments où est-ce qu'il faut comme lâcher prise puis aller vers autre chose, tu sais, pour pouvoir être comme plus sain dans l'approche. C'est
Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu nommais le cheat meal, tu sais, il y a tout le concept de privation. Puis, tu sais, je suis pas nutritionniste, fait que je veux faire attention. Ma portion est pas Ouais. dans le mode de, tu sais, j'ai une bonne sphère de santé qui m'intéresse, mais je suis pas nutritionniste, mais il y a quand même quelque chose de super intéressant d'aller chercher dans l'équilibre. Puis, pour moi, c'est ça, Mhm. la santé. On va chercher de Absolument. l'équilibre. Fait que quand tu parles de cheat meal une fois par semaine, il y a tout le concept de privation, de culpabilité. Absolument. Puis, dis-moi si tu as envie de me le dire, mais en général, les gens qui tombent dans le cheat meal one per week, ben, ils vont tomber dedans. C'est comme, ça Puis rentre au poste. T'sais. c'est là où je voulais m'en aller. C'est fou, là, puis c'est arrivé à cette période-là en 2019, puis j'ai vécu des moments similaires en peut-être 2013-2014, où est-ce que j'avais un autre coach, puis tout était super, super rigide avec mon alimentation. Tu sais, moi, dès le lundi, mon cheat meal du samedi suivant était prévu, puis c'est comme j'avais hâte à samedi pour manger mon cheat meal pour euh, aller au sushi à volonté, puis comme, tu sais, c'était pas je vais manger 18 sushis, je vais manger 20, c'est je vais au sushi à volonté, puis j'en mange le plus possible, puis tu sors de là, puis t'as mal au cœur. Mm. Après ça, en 2019, dans le temps où j'étais vegan, tu sais, puis là, en plus, ça tombait, on habitait plus loin, fait qu'on se faisait souvent des repas à la maison, puis tu sais, un cheat meal, c'était, on se faisait des mac foulets, là, puis j'en ai déjà parlé sur des conférences, puis peut-être sur un podcast, c'était comme des mac poulets, mais à base de sétane, puis c'est tu sais, c'est deep fried, puis j'en mangeais au point où est-ce que c'est arrivé 2 fois que j'ai fait ça. Puis les 2 fois, ouais, j'en mange un, je suis plein. Puis là, je suis comme, ben non, mais là, faut que j'en mange plus parce que c'est là que ça se passe. Puis une fois que je suis, une fois que je suis debout de la table, quasiment mon cheat meal est fini. Tu sais, mon moment est fini. Puis ça va à la semaine d'après. Puis là, c'est que tu penses quasiment déjà à celui d'après, mais je me suis rendu malade à quelques reprises. Là. Je veux dire, je me suis réveillé pendant la nuit pour vomir parce que j'étais pas bien. J'avais juste trop mangé. Puis là, je suis comme, à quel point ça n'a aucun bon sens? À quel point c'était pas simple? Là, c'est comme, est-ce que c'était un trouble alimentaire? Je le sais pas. C'est à toi de me le dire, mais probablement que ça s'en rapprochait. Tu sais. On fera pas ton pédigré aujourd'hui, mais je Non, trouve c'est ça ça. beau de voir que tu as des réflexions, tu sais, puis dans le fond, il faut toujours se poser la question, est-ce que le comportement ou la diète ou la structure qui a été mise en place, même au niveau physique, cause une détresse psychologique, entraîne des conséquences négatives sur le corps, sur la santé psychologique aussi, tu sais. Mhm. C'est ça la question, puis c'est là que la ligne est très mince. Tu sais, quand tu parles d'être obligé de comme d'aller jusqu'à une distension abdominale puis d'aller vomir, c'est comme pas Ça n'a pas de bon confortable. sens. Puis j'ai envie de te poser la question. Aujourd'hui, tu fais ça différemment. Tu sais, qu'est-ce que tu fais différemment au lieu d'aller te chercher un cheat meal? Tu sais, probablement que tu te permets autre chose. Puis, en tout cas, si tu as envie de nous le partager, je trouve ça intéressant parce que tu as parti de quelque chose que tu considères pas sain pour toi, puis là, tu t'en vas vers quelque chose de plus sain, fait que tu te permets probablement beaucoup plus de trucs que tu te permettais pas à ce moment-là. Absolument. Puis en date d'aujourd'hui, il y a bien des choses qui ont changé. Tu sais, la première est, on est 10 ans plus tard, on est 12 ans plus tard, je comprends mieux la nourriture. Tu sais, je comprends mieux la nourriture, puis le concept le plus basique possible, là, on dirait j'arrive d'une philosophie puis je me suis fait coacher dans le passé d'une certaine façon que ma compréhension de certaines choses était complètement mauvaise. Je vais donner un exemple. Tu sais, pour moi, c'était comme j'ai vraiment grandi, si on veut, dans le concept de l'alimentation paléolithique. Tu sais, puis là, puis tu sais, quand on est là-dedans, c'est les aliments paléo, c'est les good food qui m'aident à être en forme, à performer, à me sentir Oui. bien, puis à être lean. Puis si je mange d'autres choses qui sont pas paléo, qui sont transformées, ben je vais engraisser, je vais prendre du poids, je vais nuire à mes performances, je vais nuire à mon sommeil. Fait que là, j'étais tellement là-dedans que le concept des calories, là, la première règle la thermodynamique, j'en étais même pas conscient. Tu sais, pour Ouais. moi, c'était comme, je mange paléo, c'est bon, je mange pas paléo, c'est pas bon. Puis à partir de là, c'est, tu sais, ça avait rien à voir avec tu sais, de comprendre que, hey, si je mange pas plus de calories, puis je mange comme une portion bien normale, là, je mange un petit bol de crème glacée, là, probablement not that big of a deal, mais à ce moment-là, je le comprenais pas, c'était la crème glacée qui était le problème, c'est l'aliment qui était le problème, tu sais. Versus maintenant, ben, c'est pas ça. Mais ça fait 15 ans que je suis intéressé, que je m'instruis là-dessus, puis je comprends mieux, puis j'ai essayé différentes choses aussi. Fait Oui. qu'il y a ça, puis maintenant, c'est plus comme tu sais, la réalité, c'est que je suis probablement plus intense que la majorité du monde. Tu sais, je veux dire, en termes de... Je dis plus intense, puis pour moi, c'est même pas intense. Là, c'est mon normal à moi, c'est de manger des vrais aliments. Là. Je veux dire, c'est de manger des vrais aliments, c'est de prioriser les protéines, c'est de manger des fruits et des légumes à peu près tous les repas. Tu sais, puis je dis ça intense, puis pour moi, ça devrait pas être intense. Là. Dans ma tête à moi, ça devrait être le normal à tout le monde. Mais
à travers le temps, tu apprends à ce que, OK, ben j'ai mes principes de base qui sont pour moi, ben, de manger mes protéines, de manger mes légumes, d'avoir des accompagnements avec mes repas. Puis après ça, ben c'est de matcher selon mon appétit puis mon activité physique. T'sais. Puis ce qui m'a vraiment aidé, personnellement, puis ça n'aurait pas pu m'aider dans le temps que je jouais au football, c'est le sport d'endurance. T'sais, en ce moment, c'est niaiseux, mais plus je cours, ben, il faut que je mange. Il faut que je mange versus quand tu joues au football, c'est niaiseux, mais tu t'entraînes une fois pendant 1 heure dans ta journée, puis le reste de la journée, tu es sédentaire. J'avais pas des si grandes demandes énergétiques que ça. Fait que j'ai l'impression que si je venais manger autre chose, des fois, ben, c'était juste beaucoup trop facile de manger trop de calories puis de pas être là-dedans. Versus en faisant plus de sport d'endurance, c'est comme si ben des trucs qui pour moi étaient non permis, étaient off-limit, ben ne le sont plus. T'sais. Puis là, c'est vraiment de comprendre que hey, la nourriture, ben c'est du fuel. Je veux dire, avant tout, c'est ça. Puis là, je te dis, ça n'a pas de bon sens comment je mange en ce moment, puis je mesure rien, puis je suis rendu à un point où est-ce que c'est vraiment intuitif pour moi. De hey, je me suis entraîné plus, ben tu sais, c'est plus comme, OK, ben là, à ce soir, il faut que je mange plus parce que j'ai un gros training demain aussi. Tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé des signaux de faim, des signaux de satiété, là, quand tu n'as plus faim. Ouais. Une alimentation intuitive. Puis il y a des fois où est-ce que il y a des gens qui font suivre une diète à la lettre 7 jours sur 7, mais au bout de la ligne, tu arrives le samedi, puis là, tu as eu une dépense énergétique plus grande que ce que tu avais calculé. Là, tu as faim. Fait qu'il faut que faut comme pas juste penser à la journée ou au repas non plus, là, c'est sur un continuum. Puis je pense que d'aller vers ce type d'alimentation-là, on va vraiment chercher plus de la longévité puis de la santé à long terme. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu te forges comme athlète, ben tu t'identifies beaucoup à ton sport, à ton équipe, puis c'est beau là, tu sais, à la limite c'est comme ça forge la vie. Je pense que tout athlète pourrait dire que ils ont grandi à travers leur sport, à travers leur équipe, tu sais, d'une façon, mais il y a un moment donné qu'il y a comme toujours une fin à cette étape de vie-là, au mode compétitif. Ouais. Tu peux rester sportif, mais tu n'auras pas nécessairement le même environnement, sinon, si on veut, ni le même objectif de vie. Fait que c'est bien aussi d'apprendre à se connaître autrement, autant par la nourriture qu'à travers autre chose, là, dans tes intérêts, tu sais, parce que le sport peut rester un intérêt super grand, mais ça se peut que tu aies d'autres intérêts à les combler, tu sais. C'est plus le côté de la fin de la carrière. On n'est pas obligé de l'aborder aujourd'hui, mais c'est comme important aussi que... Non, mais ça, faut que ce soit un épisode pour un autre, tu sais, faut que ce soit un sujet pour une autre fois, absolument, parce que ce que tu viens de dire là, c'est absolument vrai, puis on se le fait écrire souvent ces temps-ci, parce que il y a beaucoup de monde qui nous suivent, qui ont commencé à nous suivre quand ils étaient, je sais pas moi, secondaire ou au cégep. Puis là, il y en a beaucoup qui nous ont suivis depuis 3, 4, 5 ans. Puis que là, la fin de carrière arrive, puis on se connaît pas, là. Je veux dire, moi le premier, j'ai fini ma carrière universitaire, puis je me connaissais pas. Puis ça, tu sais, j'ai été une grosse année à me chercher. Puis, tu sais, je veux pas qu'on embarque là-dedans aujourd'hui parce qu'on pourrait parler de ça longtemps, là, de l'après-carrière, puis de se retrouver, puis des défis, puis d'anxiété, puis de tout ce qui va avec. Mais tu vois, ça, c'est comme, OK, ben, saison 2, 2025, on fait un autre épisode ensemble à ce sujet-là. Ça serait peut-être le sujet cible. Mais c'est énorme, là. C'est énorme dans la vie d'un athlète. Mais je pense que c'est bien que tu le dises aussi que, tu sais, il y a une vie à l'après-football. Mais la réalité, c'est que quand t'es dedans, tu y penses pas à l'après. Ou je dis tu y penses pas, il y en a qui y pensent, là. Il y en a que l'après-football est déjà planifié et ça voit ce qu'ils s'en vont. Mais pour la plupart, surtout ceux qui, ils vont à l'école mais ils vont à l'école parce qu'ils veulent jouer au football, là. Ils vont, tu sais, je joue pas au football parce qu'ils l'offrent aussi à l'école, tu sais. Puis moi, le premier, je veux dire, pas de football, je serais probablement pas allé au cégep puis à l'université. Là. Puis je serais définitivement pas ici aujourd'hui. Non, c'est ça nous amène quelque part. Tu sais, ça forge quand même une identité intéressante puis qui t'amène ailleurs. Mais oui, saison 2, on fait un podcast sur les fins de carrière traumatiques ou pas. Ouais. Si on revient plus au côté alimentaire, tu sais, j'ai envie, je sais pas si ça te tente, mais on pourrait peut-être partager sur les troubles alimentaires, tu sais, parce que je me dis, sans faire une formation là-dessus, mais c'est plus de dire qu'il existe des ressources, puis il y a des petits red flags qui peuvent être intéressants, tu sais. La plupart des gens vont connaître l'anorexie, la boulimie, les accès hyperphagiques commencent à être un peu plus connus, mais il y a d'autres comme, c'est pas encore des troubles selon les classifications, mais c'est des choses qui vont toucher davantage les athlètes dans le comportement alimentaire où est-ce que tu dois te questionner si c'est sain, justement, ou pas pour toi, tu sais. Vraiment. Fait que merci de m'aider à reprendre la track un peu de où est-ce qu'on devrait être, là. C'est mon rôle à moi. C'est toi qui le prends. Puis, non, mais c'est vraiment correct. Puis la réalité, c'est que mon objectif était qu'on parle de ça puis qu'on se lance là-dedans dès le début. Puis finalement, ben, comme je t'ai dit, on jase puis on se dirige ailleurs. Mais peut-être que ce serait un bon moment pour se mettre à en parler. Tu sais, first, c'est quoi un trouble alimentaire? Peut-être, je sais pas moi, une définition initiale d'un trouble alimentaire, qu'est-ce que ça fait partie? Qu'est-ce qui fait partie du spectre peut-être des troubles alimentaires? Tu as parlé d'anorexie, mais
c'est quoi, puis éventuellement peut-être parler de comment ça se développe ou comment est-ce que ça se diagnostique, comment on dit hey, j'en ai un, j'en ai pas, comme tu sais, je sais pas. C'est tellement large, par contre, les troubles alimentaires. Tu sais, je pense que ça aussi, on pourrait faire 3 heures. Là. En général, il y a des formations de 7 heures sur les troubles alimentaires en général. Tu sais. Fait que je pense que je vais aller plus global. Dans le fond, c'est la relation à la nourriture et à l'image corporelle, tu sais, souvent qui est atteinte Mm-hmm. pour avoir un trouble. Puis ça met une image, voyons, ça met une détresse clinique là, tu sais, vraiment importante au niveau de la santé psychologique. Ça prend toute la place. Puis ça a Ouais. souvent des grandes conséquences sur le corps humain. C'est même mortel, possiblement mortel, quand on a un trouble, mettons, alimentaire qui est carabiné. Il peut y Ouais. avoir des troubles cardiaques, il peut y avoir plein de choses qui s'associent. Fait que quand on tombe vraiment dans un trouble, là, tu sais, qui est vraiment ancré dans la vie de la personne, puis c'est à la limite fait partie de son corps, puis de son identité, ben c'est important Mm-hmm. de le traiter. Évidemment, c'est pas là qu'on veut se rendre. Tu sais, quand on parlait d'anorexie, l'anorexie à la base, c'est vraiment un trouble alimentaire où est-ce qu'il y a une restriction alimentaire Ouais. qui nuit à la santé, puis une perception d'image corporelle qui est erronée. T'sais. La personne va se Ouais. voir plus grosse que ce qu'elle est réellement, puis normalement, il y a une perte de poids tellement importante que là, on va plus avoir un IMC, donc un indice de masse corporelle saine et en santé. Puis là, ben, c'est là que les problèmes cardiaques peuvent apparaître davantage. En tout cas, il y a plein de choses à valider, mais l'anorexie, entre autres, c'est la restriction alimentaire. Puis il va y avoir des comportements compensatoires, tu sais, des vomissements, utilisation de laxatifs, autre chose qui va compenser pour pouvoir s'assurer qu'on n'est pas dans une prise de poids là, tu sais, qui pourrait être Ouais. possible en lien avec la nourriture. 2 questions peut-être à ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un qui, peut-être, il y aurait des restrictions alimentaires ou un peu ou moins, mais qui va exagérer l'exercice puis l'activité physique pour brûler plus de calories, est-ce que ça rentre aussi dans l'anorexie? Ben, dans le Ou fond, c'est pas tant l'anorexie que c'est le comportement compensatoire pour perdre de poids ou pour maintenir un poids plus bas OK. que ce qui est demandé. Tu sais, l'exercice physique au même titre que excessif, au même titre que les laxatifs ou les vomissements ou autres, c'est des comportements compensatoires en lien avec le trouble alimentaire. Tu sais. Je comprends. Fait que si la personne, exemple, va manger puis tout de suite après va aller faire un exercice excessif pour assurément tout perdre ses calories ici maintenant, ben là, tu sais, si on voit que Ouais. la relation est plus ou moins équilibré entre la nourriture et tout ça. Là, c'est important Tu de vois, nommer. Mais je veux pas dire que tout le monde est anorexique en faisant ça. Là, ça reste mais un non. flag à avoir au niveau du comportement. Mais tu dis ça, puis un des comportements que j'ai déjà eu dans ma vie, puis moi je me dis pas que j'ai déjà été anorexique, mais un des comportements que j'ai déjà eu dans ma vie, c'est hey, j'avais un cheat meal ou un repas qui était trop gros le vendredi. Puis là, ben, je jeûnais la moitié de la journée ou quasiment toute la journée le lendemain, puis j'allais, tu sais, je faisais de l'exercice pour brûler ça. Ben, je me rapproche vraiment d'un comportement malsain si l'idée derrière était ça. Ben, c'est toute la perception qui est derrière. Tu sais, dans le fond, tu visais pas l'équilibre en faisant ça. Tu visais le ici maintenant, je dois perdre ma calorie. Absolument. Tu sais, ici maintenant. Absolument. Alors que quand tu vises l'équilibre, ben, tu vas aller chercher des cheat meals, des cheat meals qui font des cheat meals un peu partout, puis ta relation à la nourriture, elle sera pas reliée à de la culpabilité, elle sera pas reliée Ouais. non plus à un contrôle de ton environnement alimentaire, là, tu sais, plus, où est-ce que absolument ça devient même à la limite, tu peux avoir une détresse associée, même une obsession de tout ça. C'est là que ça devient problématique, quand ça prend trop de place dans ta tête. Puis là, le trop de Ouais. place, là, c'est pas juste j'y ai pensé tout le temps, tu sais, c'est comme plus de 3-4 heures dans ta journée où chaque repas est même anxiogène en lien avec ta relation à Ouais. la nourriture. Puis la J'ai boulimie, c'est probablement vraiment été là. plus un apport alimentaire plus grand que ce qui est recommandé, là, tu sais, puis amène vraiment une douleur abdominale après le repas. On ingère des grandes quantités de nourriture, puis par la suite, on a des comportements de vomissement ou des comportements compensatoires pour pouvoir, tu sais, drainer tout de suite ça. Tu sais. Puis Mm-hmm. c'est pas juste j'ai vomi parce que j'avais mal au ventre, c'est je me fais vomir. Tu sais. Ouais. Ça, y en a-tu beaucoup chez les jeunes, mettons, ces troubles-là? Tu sais, tantôt, au début, tu me parlais d'un athlète sur 5 entre 15 et 19, ou un jeune sur 5 entre 15 et 19. Ces troubles-là, y en a-tu beaucoup chez les jeunes athlètes?
Énormément, énormément. Puis tu sais, la relation de la nourriture, pas juste les jeunes athlètes, les jeunes en particulier. On se rappelle la pandémie qui a Ouais. été très, très souffrant parce que les jeunes étaient isolés, les jeunes étaient en souffrance, en détresse psychologique. La relation à la nourriture a changé beaucoup, dans le sens que c'était même à la limite des fois gratifiant de s'alimenter pour avoir un réconfort. Fait que développer Mhm. une relation à la nourriture qui est différent. Et de l'autre côté, il n'y avait plus les expositions sociales nécessaires où est-ce que tu es obligé de te conformer. Tu sais, tu manges à la cafétéria, ben, tu dois te conformer un peu. Il faut que tu aies l'air de manger, sinon les gens vont s'en rendre compte. Tu sais, fait qu'il y a plein de Ouais, choses ouais, qui ouais. étaient plus là, qui fait que ça a venu exacerber beaucoup, beaucoup les troubles alimentaires. J'ai pas la stat ici maintenant, là, des dernières Ouais. années, puis comment ça a vraiment fait un pop dans la pandémie, puis après ça s'est résorbé un peu. Mais les athlètes ont euh, une plus grande chance, si on veut, de par leur... des fois, tu l'as nommé, le manque de connaissance de toi-même, le Mhm. manque de connaissances face à la relation à la nourriture, puis des fois, le manque de support, où est-ce que, tu sais, ils vont aller s'informer un peu partout sur TikTok ou ailleurs. Ils vont un peu être Ça, influencés par c'est... les pairs, pas influencés par les réseaux sociaux parce qu'ils vont lire, sans aller nécessairement chercher l'information à quelque part où est-ce qu'ils sont supportés là-dedans. Fait qu'ils font Ouais. du testing, puis on fait ce qu'on peut. Puis c'est un peu ça Ouais. que, tu sais, que j'aimerais qu'on close tantôt, de nommer quelques trucs, quelques ressources qui peuvent aller aussi chercher de l'information quand ils ont des questions Absolument. qui sont plus fiables que d'autres. Absolument. C'est parce que je pense qu'on vit dans un monde où l'information est plus accessible que jamais, Oui. mais la bonne information est aussi accessible que la mauvaise information, puis ça devient vraiment difficile de dissocier la bonne de la mauvaise. Puis on le voit à travers les réseaux sociaux, puis tu as nommé TikTok, mais c'est vrai avec Instagram puis tous les autres. De... Oui, on est en recherche identitaire à l'adolescence normale. Ouais, C'est jusqu'à même une jeune adulte, ce qui est normal. Fait que d'être dans cette recherche de te connaître est normal aussi, tu sais. Fait que d'aller ouais. chercher de l'info un peu partout, à la limite, c'est sain, ça veut dire que t'es intelligent, ça veut dire que t'es capable, mais d'aller chercher la bonne info, c'est encore mieux. C'est pas fort. Oui, puis on voit beaucoup dans le monde de la nutrition du monde qui viennent quasiment baser leur identité sur leur façon de manger. Oui. Tu sais, exemple, le véganisme, exemple, les carnivores, exemple, le keto, exemple, il y en a plein, là, mais que des fois, ça devient quasiment identitaire chez la personne. Puis, tu Oui. sais, pour moi, c'est C'est un mode comment de est-ce que... vie. C'est un mode de Oui, vie, c'est une hygiène de vie, ouais, mais c'est pas ton identité globale, là. ouais, exact. OK. Si on regarde Puis, d'autres comportements, il y a l'accès hyperphagique qui est quand même important. Puis souvent, c'est les filles qui sont véhiculées comme étant plus propices à avoir des troubles alimentaires. La réponse est oui, mais il y a énormément de ouais, garçons aussi, il faut pas nier ça. Puis énormément d'athlètes garçons qui vont avoir. Puis il y a deux, c'est pas des troubles, mais deux éléments que je trouve importants qui ont été rapportés, c'est la bigorexie puis l'orthorexie. Je sais pas si tu as envie qu'on aille là, mais je trouve que ça touche beaucoup les athlètes. Tu sais. vraiment. Je pense que, du moins dans le monde du football, je pense que c'est probablement les deux plus importants. Oui. Mais j'aimerais peut-être ça juste conclure avant de te parler que l'accès hyperphagique était quelque chose de commun. Tu veux-tu juste nous l'expliquer, c'est quoi? Peut-être que quelqu'un pourrait se reconnaître là. Oui, oui, ben dans le fond, l'accès hyperphagique, c'est souvent de l'ingestion de grande nourriture, ben, je vais reprendre, l'ingestion d'une grande quantité de nourriture, souvent des aliments qui sont caloriques. Fait que quand tu es en mode restriction, souvent tu vas aller compenser, compulser beaucoup de nourriture calorique, tu sais. Fait que l'accès hyperphagique, mais c'est quelque chose qui est répété, puis souvent Ouais. pour compenser une émotion négative, une émotion qui est mal vécue, un inconfort à l'intérieur de OK. soi, ou est-ce que tu vas chercher un réconfort immédiat avec ta nourriture. Quelqu'un qui a été restreint beaucoup, quelqu'un qui mange moins dans la journée, qui fait justement un jeûne, par exemple. C'est pas tout le monde qui fait des jeûnes qui fait ça, mais qui est pas à l'écoute de ses signaux de faim puis de ses signaux de satiété, peut avoir tendance à avoir des accès hyperphagiques davantage parce qu'il a été sous-alimenté. Donc là, il a besoin de Ouais. s'alimenter. Fait que là, quand il tombe dans le pot, c'est comme intense. C'est que l'image corporelle est moins importante dans le diagnostic. En tout cas, on va pas chercher nécessairement une perception de l'image corporelle qui est erronée, comme l'anorexie puis la boulimie. OK. Dans ce temps-là, on est plus vers un comportement alimentaire qui est nuisible à la santé, qui amène une détresse psychologique parce que la personne ouvre son sac de chips et est pas capable de le finir, de pas le finir. Mhm. Le popcorn aussi va être compulsif, là, tu sais, où est-ce qu'on va en chercher. Des jeunes qui ont un trouble déficitaire de l'attention,
peuvent avoir des accès compulsifs hyperphagiques pour compenser le manque d'attention ou la baisse d'énergie reliée à un effort soutenu. C'est toutes des choses, des fois, qui sont comorbides puis imbriquées, là, tu sais, qu'on Ouais. pense pas, là, mais c'est là. J'aimerais ça que tu m'en dises plus à ce sujet-là. Tu sais, OK? là, on parle, tu sais, peut-être clairement, on parle plus, tu sais, du binge eating. Là. Fait Oui, que c'est de carrément ça. dire, OK, ben, je me limite tout le temps, puis là, je sais pas, je suis devant la TV, puis je vais chercher la boîte d'Oreo, puis je me clenche la rangée au complet, et plus encore, Oui. peut-être, là. Je veux dire, Alors, des fois, 2 boîtes, 3 boîtes de biscuits, là, tu sais, je veux dire, c'est comme on n'est pas à l'écoute du tout du besoin alimentaire. On est dans un mode de ouais. satisfaction alimentaire, tu sais, en tant que Mhm. tel. Puis par rapport au TDAH, que tu voulais que je t'en dise plus? Ou, Ouais, par rapport au le lien entre, parce que ça, le TDAH, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de parents qui vont me parler d'un mon enfant a un TDAH, Mm. mon enfant est TDAH parfois qu'on a, qui, tu sais, Mm. qui est dit de cette façon-là, ou je suis TDAH, pas, en tout cas, peu importe la Non, façon de mais le on dire, vit avec c'est un TDAH, mais on n'est pas le oui, TDAH. Ouais, c'est c'est ce que je me dis, mais l'accès, tu sais, c'est pas tout le monde qui le véhicule de cette façon-là, ou même qui le perçoit de cette façon-là. Quel impact ça peut avoir? Parce que ça, je pense que chez les jeunes athlètes, il y en a là, des troubles déficitaires d'attention. Comme, de Mhm. quelle façon est-ce que ça peut venir avoir un lien avec que ce soit un trouble d'accès hyperphagique ou d'autres troubles alimentaires? C'est pas nécessairement la comorbidité la plus fréquente, c'est que ce qu'on observe chez les jeunes qui vivent avec un trouble déficitaire de l'attention, c'est que lors d'un effort soutenu, cognitifs vont avoir un épuisement mental par la suite. T'sais. Fait que souvent, Mhm, c'est là qu'on va amener une médication pour pouvoir essayer de soutenir l'attention plus longuement, puis avoir moins de creux puis de fatigue cognitive. Puis ok. parfois, cette fatigue cognitive-là amène un inconfort, une fatigue, peut-être même des symptômes anxieux, parfois dépressifs même, de baisse de motivation, baisse d'énergie. Fait qu'on dirait que la façon d'aller compenser, ça va être d'aller se nourrir de façon Ok, je compulsive. comprends. Ouais, ouais. Puis ça devient une satisfaction immédiate. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça va amener de la sécrétion de dopamine. Ouais. Puis on sait que dans le sport, quand on fait beaucoup, beaucoup de sport, on va avoir beaucoup de neurotransmetteurs. Donc là, je vais en pas embarquer dans le côté neurobio, mais le côté des endorphines puis la dopamine, c'est des neurotransmetteurs qui sont ultra sécrétés dans le sport parce qu'on va Mhm, chercher une intensité sportive qui amène une grande sécrétion, entre autres, de ces neurotransmetteurs-là, mais c'est la même chose quand on a une nourriture qui est satisfaisante, c'est encore de la dopamine. À la limite, mhm, il y a plein d'autres choses qui vont amener de la dopamine de façon immédiate puis qui va être satisfaisante. Et si on regarde la relation à la nourriture problématique, si je peux dire, c'est que c'est une shot de dopamine rapide, alors qu'on sait que les jeunes avec un trouble déficitaire de l'attention ont une carence en dopamine. T'sais. Fait que c'est comme mhm. probablement un shutdown de Je comprends. dopamine. Tu comprends? Puis là, bon, on en cherche, pas on en cherche ailleurs, mais c'est un peu une compensation, puis un petit feel-good après un effort qui a peut-être été inconfortable. Voilà. Fait qu'on vise l'équilibre aussi au niveau des neurotransmetteurs. C'est juste qu'on n'est pas capable d'aller Ouais. prendre une prise de sang dans la tête pour aller Ouais. voir comment que la personne sécrète de dopamine. Peut-être un jour. Oui, Peut-être un jour. peut-être un jour. Je lance ça aux chercheurs qui nous écouteront. Ouais. Cool. On se lance dans bigorexie, Oui. orthorexie. C'est quoi un, c'est quoi l'autre? C'est quoi la différence entre les deux? Mm. Pourquoi est-ce que peut-être c'est aussi prévalent dans le sport? Ben, en fait, la vigorexie, initialement, c'est comme apparu dans le monde du culturisme. Mhm, Puis ce que ça amène la bigorexie, là, je dirais pas dans les termes grecs et tout, là, mais c'est vraiment, tu sais, comme la portion, le besoin irrépressible de pratiquer le sport régulièrement, là, de façon intensive, puis de vraiment, puis tout ça dans le but, euh, dans le fond, d'avoir un corps musclé de façon parfaite, en parenthèse. Là. Il appelle ça une dysmorphie corporelle, ouais. où est-ce que la personne va aller chercher là, vraiment un sport intense pour avoir le corps parfait, puis là, va associer des comportements alimentaires obsessionnels pour être sûr de compenser cette portion-là. Je vais faire attention parce que tous les J'ai athlètes ont une préoccupation de leur image, je vais dire corporelle, musculaire, vont avoir une préoccupation au niveau alimentaire, puis vont faire une dépense énergétique énorme dans le sport intense. La ouais. grosse différence, c'est que ça entraîne-tu des conséquences négatives ou une détresse psychologique ou un impact sur ton fonctionnement. C'est Je là que ça comprends. devient problématique. Est-ce que probablement pas, là, puis moi je me dis que non, mais peut-être je me trompe. Est-ce que n'importe qui dirait moi je fais du bodybuilding, moi je fais du fitness, est-ce que de faire ce sport-là est d'une certaine façon de la bigorexie, ou il y a façon de dire ben moi mon sport c'est ça, moi tu sais je compétitionne là-dedans, puis il y a personne qui nous écoute qui fait, en tout cas je pense pas qu'il y a personne qui nous écoute qui compétitionne là-dedans, mais
Tu sais, pense de pas dire, moi, là, ça me fait triper. Puis que je compétitionne ou pas, là, moi, ça, c'est ma poursuite qui me fait triper que j'aime. Tu sais, est-ce que c'est, je veux pas dire malsain, mais est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est un comportement bigorectique ou ça peut être normal de quelqu'un, hey, moi, je tripe là-dessus, moi, j'aime ça, puis moi, ça me fait plaisir. Mais j'ai pas une fine connaissance du culturisme. Je peux pas associer le culturisme à la bigorexie, même si c'est comme apparu dans ce monde-là, je vais dire, dans le sens que ce que ça amène des conséquences négatives sur ton corps, sur Ouais, ta santé physique et mentale, c'est toujours ça, peu importe le sport confondu. ouais, Puisque ça t'amène une grande détresse, au point de quasiment avoir une obsession alimentaire, une obsession de te regarder dans le miroir pour t'assurer que ton muscle est découpé de la bonne façon. Tu sais, ouais, ça, ouais, fait que ouais. là, je te vois sourire, c'est ça, tu sais, c'est normal, là, tu sais, je veux dire, j'en côtoie énormément de jeunes, là, tu sais, dans le football, entre autres, où est-ce que la masse musculaire, tu sais, secondaire 3, 4, 5, c'est au cégep 1, c'est super important, tu sais, d'aller en chercher, parce qu'évidemment, si tu veux poursuivre ta carrière de footballeur, ben, t'as pas trop le choix de prendre de la masse à un moment donné. Est-ce que c'est bigorexique? Ben, c'est là que si ton comportement ou ta pensée est toujours associée à ça, en fonction de ça, Mhm. puis que ça t'amène à avoir une détresse, tu sais, même un isolement social, éviter les Absolument. restaurants, tu sais, c'est là que ça a-tu un impact sur ton fonctionnement? C'est ça qu'il faut toujours se poser comme question avant de dire que c'est associé, mettons, au culturisme ou autre, tu sais. Je comprends. Puis ça, on a parlé tantôt des réseaux sociaux, mais c'est de plus en plus vrai. Tu sais, on en voit là, les comparaisons sociales, là, les comparaisons de se comparer avec quelqu'un de son âge, avec un autre gars, puis en ce moment, je veux dire, si moi j'en vois sur mes réseaux sociaux, je peux pas m'imaginer combien est-ce que un jeune le voit sur les réseaux sociaux du monde de leur âge, un peu plus vieux ou un peu plus jeune qui vont poser puis sont en méga shape. Là. Tu sais, je veux dire, je les regarde, je suis comme, je sais même pas comment tu fais de te mettre en shape de même, ça n'a pas de bon sens. Puis tu te compares, puis tu sais, là, ils vont être dans le meilleur lighting possible, tu sais, les meilleurs éclairages possibles pour Mhm. avoir l'air plus en shape. Puis hey, finalement, on ne sait pas, mais il vient de finir une préparation, il est dans la meilleure shape de sa vie, ça va durer 24 heures avoir l'air de ça, tu sais. Puis hey, il prend des produits anabolisants, il prend des produits X, je veux dire, mais tout le monde se compare à ça, puis surtout du fait que je pense que le monde est très, très malhonnête avec ça, du fait que le monde cherche à monétiser leurs réseaux sociaux, puis cherche l'approbation sociale de « Hey, regarde, moi, je suis plus en shape que les autres, moi, je suis meilleur qu'un autre », puis il y a vraiment cette comparaison-là, puis c'est tellement facile de se comparer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, you name it, là, Mais ça puis existait pas, là, tu sais, il y ça, a peut-être 30 ans. Fait que les gens pouvaient pas se comparer nécessairement, ils se comparaient à autre chose qu'ils voyaient à la télévision ou dans les revues. Mais tu sais, présentement, ouais. c'est tellement accessible, c'est tellement véhiculé, puis c'est tellement photoshopé. Tu sais, je suis obligée de dire Ah, que ben oui, ben oui, pas oui. ce qui est véhiculé, et même pas la réalité de la personne devant son miroir, là, tu sais. Fait que Mhm. c'est là que, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui a été fait, mais ça demeure que dans le thinking de la personne, c'est d'atteindre ce qui a été vu, qui est Ben, comme c'est la ça, norme, là, tu sais. Puis c'est la même chose pour les jeunes filles absolument. par rapport à la mode, puis tout ça, tu sais, c'est là qu'on voit souvent, même, tu sais, par rapport aux troubles alimentaires, souvent c'est l'image corporelle qu'on veut atteindre, puis au bout de la ligne, des fois, on ne ressemble pas du tout, là, tu sais, je veux dire, il y a des jeunes filles qui vont mesurer 5 pieds 10, qui vont avoir des épaules carrées, tu sais, puis qui veulent être comme porter du zéro, puis être, tu sais, c'est comme, ça fonctionne même pas dans sa Mais composition non. morphologique, là, tu sais, fait que c'est comme pas évident non plus. Par rapport au dysmorphisme, là, je voulais te dire, tu sais, dans le fond, c'est une obsession par rapport au défaut du corps, puis à l'apparence en tant que telle, tu sais. OK. Fait qu'il va regarder vraiment, tu sais, puis souvent c'est même erroné, tu sais, un peu comme le trouble alimentaire, il va regarder son Tu te biceps. vois pas comme les autres te Non, voient. c'est ça. Puis ils se voient même pas comme ça. Puis dans les traitements du trouble alimentaire, je trouve ça intéressant parce que de plus en plus on utilise la réalité virtuelle. Puis ils vont OK. utiliser l'image qui est comme ils sont capables de venir représenter l'image que la personne a d'elle-même versus Ouais. l'image d'un poids santé. Tu sais, fait qu'il y a une comparaison. En tout cas, c'est Ouais, intéressant. Fait ouais. que je trouve que même pour la bigorexie, on pourrait arriver à faire ça. Tu me dis ça, là, puis je me dis, je suis sûr que avec la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle ou peu importe, je suis sûr que certaines personnes qui deal avec ce trouble-là, là, tu mettrais leur corps avec une autre tête, puis serait comme, hey, crime, il est bien correct, là, tu sais, il est Oui, en shape, il est bien correct, ou peu importe, mais la façon dont tu te vois, toi, est erronée, puis est pas celle-là, tu sais, puis je suis carrément. sûr que tu verrais le même corps sur quelqu'un d'autre, tu serais comme, hey, that's good, tu sais, comme, bravo. C'est là que ça parle d'autre chose à l'intérieur de toi, ta confiance en toi. En tout cas, on pourrait embarquer là-dedans, mais tu sais, Ouais. c'est comme, c'est là qu'on va se fier beaucoup sur l'apparence physique ou tel truc, mais on revient encore à la santé mentale, tu sais. T'as beau avoir le body parfait pour jouer telle position ou pour arriver à tel truc, si t'es pas capable de gérer ta confiance en toi puis ton anxiété face à ta performance,
ça donnera rien. Tu sais, tu vas avoir le Puis, top de ton body, mais tu seras pas capable d'aller ouais. chercher le reste. Puis tu vois, ce sujet-là, tu sais, on en parle, puis pour beaucoup de joueurs, puis pour beaucoup d'athlètes, des fois, d'avoir une meilleure composition corporelle, d'avoir plus de muscles, d'être moins gros, peu importe, ça peut aider aux performances. Ben Là, oui. ça peut définitivement aider. Mais hier, Bam m'a envoyé une vidéo de deux des meilleurs receveurs de la NFL. Là, je vais dire les noms pour ceux qui écoutent, là, tu vois, ça te dira peut-être pas grand-chose, mais Peut-être plus que tu penses. ouais. Mais deux receveurs des Rams, Puka Nacua puis Cooper Kupp. Puis les deux, c'est une vidéo des deux qui s'entraînent. Puis pour de vrai, je veux pas dire que les gars ont l'air de rien, là, mais ils ont l'air de deux gars normaux qui s'entraînent, puis c'est deux des meilleurs receveurs de la NFL. Puis je dis les meilleurs, c'est, je sais pas top combien, là, mais c'est deux athlètes exceptionnels dans la NFL. Ils ont pas l'air plus en forme qu'un autre. Ils ont pas, tu sais, puis là, après ça, t'es compares à DK Metcalf puis d'autres gars qu'on voit que t'es comme, hey, ça, c'est l'image que tout le monde veut avoir. Oui. Puis les gars, c'est les meilleurs de la ligue quand même. C'est les meilleurs de la meilleure ligue au monde quand même. Tu sais, fait que des fois, tu sais, je pense que c'est important de faire comprendre que tu peux être en shape et être vraiment mauvais au football, puis tu peux être excellent au football ou dans ton sport, puis pas avoir l'air d'un culturiste. Là, tu sais, je pense que ça, c'est de le comprendre aussi. Puis à la fin de la journée, si ton objectif est d'être un meilleur joueur de football, ben, ce que tu devrais focuser c'est être un meilleur joueur de football. Puis je dis ça, puis nous, on offre des services d'entraînement puis de nutrition, mais en toute Ça, c'est important transparence, il y a bien aussi, si tu veux atteindre tes absolument. sommets, là. C'est un équilibre. Absolument. Puis tu sais, c'est important aussi, mais ce que je veux dire, c'est souvent, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on les aide d'un point de vue de performance, mais les athlètes viennent beaucoup vers nous parce que ils se disent, hey, je veux améliorer ma composition corporelle. Le lien chez les joueurs de football en ce moment entre la nutrition et les performances, c'est pas si présent que ça. Puis ça, je pense que c'est un problématique. Le lien dans la tête de beaucoup de joueurs de football est composition corporelle, nutrition. Pas nécessairement performance et nutrition. OK. Puis pour moi, c'est tellement important. Puis c'est d'essayer de peut-être véhiculer ce message-là. Mais c'est fou de se dire, tu sais, oui, ok, ben, c'est sûr que si tu pèses 113 livres, ça va être difficile de jouer au football universitaire, Ben tu sais, oui. ou de jouer au football professionnel. Ça arrive. Peut-être tu n'auras même pas ta chance. Mais Mais tu sais, génétiquement, ça se peut que monter à 185, ça fasse pas de sens, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi puis qui ça est... fera peut-être pas de toi le meilleur joueur, tu Non, sais. non. Fait que des fois, tu sais, d'avoir ce laisser-aller là aussi, tu sais, puis de se poser la question sur pourquoi je le fais. Tu sais, je veux dire, Bam est le premier, le meilleur exemple à avoir été beaucoup trop gros pour ce Oui, il qui y en a aurait dû différents. être qu'un joueur, puis ça le nuit à ses performances. Oui, puis tu sais, il y en a qui vont vouloir prendre une masse, tu sais, on sait qu'entre 17 et 19, il y a un bon boost de testostérone, tu sais, c'est comme, Mhm. c'est le moment de booster ta masse musculaire beaucoup, tu sais, mais justement, tu sais, je veux dire, un jeune qui est ultra rapide, mais dit 20 livres de gras ou 20 livres de muscle en un an, mettons, Ouais. tu serais meilleur que moi pour le savoir, mais il y a clairement autre chose qu'il faut faire pour garder ta vitesse, tu sais. Fait qu'il y a comme, Oui, oui, absolument. l'alimentation vient jouer un rôle, l'hydratation vient jouer un rôle, Absolument. ta tête aussi, il faut que tu dormes, il faut que tu restes concentré, il faut que tu performes, faut pas que tu... c'est comme vraiment un grand Faut pas équilibre que tu à sois aller chercher. stressé, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment un équilibre à aller faire là-dedans. Puis par rapport à l'orthorexie, ça c'est intéressant aussi, tu en as parlé tantôt. Volonté obsessionnelle d'ingérer de la nourriture saine. Tu sais, puis Ouais, rejeter le malsain. Je pense que c'est ça que ouais. tu as vécu dans le bout de la diète, que c'est comme blanc ou noir, là. C'est ça, Quand c'est je te bon, c'est parlais pas de bon. paléo, là, Ouais. c'est des aliments qui sont pas transformés. C'est, tu sais, en gros, pour quelqu'un qui saurait pas c'est quoi, c'est de la viande, des produits animaliers, des légumes, des noix. Je devais manger peut-être, je sais pas moi, un petit peu d'huile d'olive, puis des fruits un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, même les fruits, c'était quasiment off, parce que c'est paléo, mais c'était trop de carbs en plus. Fait que, tu sais, moi, c'était comme paléo puis low carbs, puis là, c'était obsessif, là. Je veux dire, je pouvais pas manger autre chose, là. C'était ça, là. Puis, du gruau, je pouvais pas en manger parce que c'était inflammatoire, veux-tu croire? C'est fou, là. Alors que pour certains, c'est inflammatoire, puis pour d'autres, non. Ben oui, mais Il y a dans ma tête, ça certaines l'était pour quantités, moi, tu tu sais, sais. ben, c'est ça. Fait que c'est chacun est différent, comme le produit laitier il peut être comme super bien toléré pour certains, puis pour d'autres, avec une compé, ça marche pas du tout. À ce moment-là, je n'en consommais pas, tu sais. Pour moi, Mhm. ça faisait partie du côté noir, tu sais. C'est là que ça devient, c'est une bonne habitude ou une obsession. Tu sais. C'est là que je veux Oui, amener absolument. d'avoir des bonnes habitudes alimentaires, de manger des Mhm. aliments sains, frais, non transformés. On le sait que c'est mieux parce que c'est moins salé, c'est plus, t'as plus de fibres, t'as plus des propriétés comme initiales de l'aliment, tu sais. Puis là, t'as des Mhm. meilleurs nutriments qui sont ingérés à l'intérieur de toi. Mhm. Puis toute la portion de ça te cause-tu un stress, une anxiété, une culpabilité de t'alimenter, excusez, avec le son. J'aimerais ça l'enlever, mais si je le fais, ça va peut-être bugger, fait que j'ose pas. Mais On bref, règle ça tout la ça pour prochaine fois. dire, c'est ça, tu sais, t'as tout te
concept de privation, c'est pas grave si tu arrêté de chercher quelque chose, puis je veux pas nommer de marque, mais tu sais, quelque chose de sucré, salé, vraiment intense parce que tu avais le goût, mais tu l'as pris quand tu avais faim, puis tu l'as pris à un moment où est-ce que, bon, tu vas le dépenser à un moment donné dans ta journée ou dans ta semaine, tu sais, c'est pas grave, tu sais, fait que c'est là Mais que... c'est même pas ça l'idée, là. C'est pas je vais le manger puis il va falloir que je dépense cet aliment. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche non plus, là. Non, c'est un équilibre. Fait que, tu sais, ça fait partie de la game. Tu sais, c'est sûr que les jeunes ne prennent pas d'alcool nécessairement normalement en bas de 18 ans, mais tu sais, ça aussi, c'est quelque Ouais. chose d'important. Puis des Oui. fois, ils vont aller bifurquer vers d'autres choses qui est pas de l'alcool, qui est une Mhm. drogue, par exemple, parce que c'est moins calorique. Fait que là, tu sais, ça devient vraiment obsessionnel à ce moment-là. Ça va même te nuire, puis ça va t'amener une conséquence parce que tu pourrais développer une dépendance à une drogue, comme le GHB, mettons, par exemple. Il y en a de ça, c'est fou, ça. Oui, c'est pas Quand je me calorique, suis ça mis à... amène un buzz qui ressemble un peu à l'alcool, tu sais, puis c'est comme important. Puis là, tu sais, je veux pas embarquer dans cette portion-là, mais ça demeure une préoccupation importante qui peut t'amener vers des comportements nocifs, des comportements dommageables, tu sais, fait que c'est Vraiment, important. Mm. vraiment, vraiment, vraiment. Fait que En tout cas, je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand j'ai entendu parler qu'il y en a qui faisaient ça, ouais. je capotais. Je suis comme... Je capotais. Tu sais, en C'est tout pas cas, la pour moi, c'est... majeure là, des gens, faut le nommer quand même, Ben non, ça mais ça reste se un risque. fait. Mm. Mais ça se fait, puis souvent, c'est les personnes qui font ces choix-là, ben, ils vont en parler à d'autres, puis en parler à d'autres, puis hey, peut-être en parler comme, hey, moi, je fais ça, là, puis c'est la meilleure. Tu sais, souvent, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui va prendre un supplément ou qui va prendre un produit, moi, je fais ça, et moi, ça marche, moi, j'aime ça, nanana, puis va encourager d'autres personnes là-dedans aussi, éventuellement. Puis c'est là où ça devient vraiment problématique. Tu sais, tu te mets à consommer des choses que tu n'as aucune idée des impacts puis des risques, puis tu t'es fait vendre ça comme étant le rêve. Puis c'est vrai pour tu as parlé du GHB, mais ça pourrait être la même chose par rapport à des produits anabolisants, à Mm. certains suppléments qui se retrouvent. C'est incroyable ce qu'on trouve sur Internet comme ça maintenant. Puis Ouais. c'est tellement problématique. Puis même des suppléments qui sont, mettons, normés dans des entreprises qui vendent des super bons produits, et qui sont pris en grande quantité, qui sont pris mélangés avec d'autres où est-ce qu'il n'y a pas de contrôle. Mm-hmm. Il y a plein de choses à regarder. Puis c'est là que l'important, je pense, c'est que le jeune soit à l'écoute de ses besoins, puis qu'il soit à l'écoute de son corps davantage et de sa Ouais. santé mentale. Tu sais, je veux dire, il y a certains suppléments qui vont être pris qui amènent des palpitations, qui causent une anxiété parce que ça équivaut quasiment à 8 cafés avant d'aller faire quelque chose. Fait que oui, t'es overperformant, mais après, t'as de la misère à dormir, puis t'as la patate qui est comme pas confortable à l'intérieur de toi. Fait que là, tu deviens comme légèrement anxieux parce que t'es comme plus capable d'avoir ton heure de sommeil. Fait que là, c'est comme, ça fonctionne pas, là. Ton dosage Ouais, ne vraiment. marche pas. Il y a quelque chose qui, tu sais, Ouais. fait qu'il y a plein d'équilibre à aller chercher dans plein de choses, là, tu sais, par Mm-hmm. rapport à ça. Puis c'est là que ça revient tout le temps à dire, pourquoi tu prends ça? Puis ça va te donner quoi? Puis d'arriver à une réflexion derrière ça. Vraiment. Tu sais, je pense que de plus en plus, ce qu'il faut réussir à faire, c'est une certaine éducation pour qu'ils soient capables de prendre des décisions qui sont éclairées, puis qu'ils comprennent de pourquoi je fais les choses, de comment je fais les choses, puis que ce soit un mode de vie. Tu sais, on le répète tout le temps, là, c'est un mode de vie, Mm. c'est pas autre chose. C'est un mode de vie que tu dois vivre, puis c'est tout. Puis ce mode de vie-là, il faut qu'il soit sain, tu sais, parce que des fois, on parlait de l'identité par rapport à une certaine diète, puis c'est comme c'est un mode de vie, ouais, mais le mode de vie veut pas dire sain non plus. Il y en a qui ont des modes de vie très malsains aussi. Oui, puis c'est d'être capable de le reconnaître, je pense, le plus important, Mm-hmm. puis de pas glisser vers une détresse qui t'amène vers une dépression, qui t'amène vers d'autres problématiques, qui est une grande, grande détresse intérieure, puis qui fait en sorte que tu Ouais, n'es plus capable d'aller vers tes buts que tu t'étais fixé. Fait que ouais, d'arriver à déceler les choses ou d'en parler. Tu sais, moi, c'est ça que j'aurais envie de dire. Parlez-en, exprimez-vous. C'est pas tabou, c'est normal. Il y a plein de gens qui le vivent. Puis normalement, une fois que le jeune s'est ouvert puis a exprimé certaines préoccupations qu'il pouvait avoir en lien avec sa santé physique et ou mentale, mais surtout la santé ouais, mentale parce que c'est ça le but du podcast aujourd'hui, ouais. mais drôlement, il va se rendre compte qu'il est loin d'être isolé puis qu'en général, c'est véhiculé par c'est vécu par énormément de jeunes. Mm-hmm. Puis ça permet d'enlever justement le tabou, de dédramatiser, de normaliser. Puis on n'est pas obligé de psychiatriser ça, là, tu sais, de façon ultra, c'est Ouais, comme pris dans un carcan, t'as un trouble, puis tu sais, c'est comme on explique pourquoi que c'est là ces symptômes-là, que ça équivaut à un ouais. trouble ou pas. Puis maintenant, voici ce qu'on peut faire, mettre en place pour arriver à ce que ça perdure pas dans le temps, puis que tu puisses retrouver ton fonctionnement. Mm-hmm. Parce que je pense que, tu l'as bien dit, mais de venir peut-être psychiatriser ça, puis je pense que de venir mettre des labels pour certains athlètes, des fois ça c'est le frein de comme ok mais je veux pas en parler parce que je veux pas avoir ce label-là, puis je veux pas comme Oui?
avoir le trouble ou le problème, de voir ça comme étant un problème, un trouble, un ci, un ça. Souvent, peut-être que juste de mettre ce label-là fait que quelqu'un veut pas en parler, veut pas aller chercher de l'aide aussi. Fait que c'est de faire attention avec ça aussi. Faire attention, puis l'autre bout, il faut savoir que quand il y a un label, c'est pas une étiquette, tu sais, moi je dis toujours, on peut expliquer tes symptômes par ce genre de problématique-là, mais t'es pas la problématique. T'sais, on a parlé tantôt, t'es le TDAH, t'es ci, t'es ça. Ouais, ouais, ouais. Même si tu vis une dépression, une manie bipolaire ou que tu vis une problématique de santé mentale grave, ou est-ce que ça t'impacte énormément? Puis quand je dis grave, c'est que ça l'impacte ton fonctionnement, tu sais. Mais t'es pas la maladie, hein. T'es Mm-hmm. quelqu'un qui vit avec des symptômes s'apparentant à une possible maladie. T'sais. Fait que c'est comme deux choses. Si on compare au diabète, tu sais, je veux dire, quand tu as une problématique de santé physique, t'es pas le diabète. Tu vis avec le diabète, tu adaptes ton régime de vie en fonction de garder le plus de plus ta santé. C'est la même chose pour la santé mentale. Mais le monde, tu sais, souvent c'est je suis diabétique, Oui. pas j'ai le diabète ou. Tu sais, je pense que c'est vrai pour plein de choses, là. Je veux dire, Oui. ça pourrait être vrai. Mais c'est intéressant de pouvoir juste ouvrir, de pouvoir en parler, de l'exprimer. Puis après ça, tu sais, le fameux terme qui est utilisé pour expliquer la présence des symptômes, c'est pour mieux pister les interventions à mettre en place, tu sais. Mhm. En gros, c'est pas pour identifier la personne avec le trouble, il faut juste penser que c'est pour t'aider à trouver les bonnes stratégies pour remonter la pente puis reprendre ton Ouais, fonctionnement, puis viser tes buts d'excellence puis de performance dans ton sport. absolument. Tu sais, il existe plein de ressources, tu sais, j'aimerais ça nommer, tu sais, mettons par rapport aux troubles alimentaires, là, si on fixe, parce qu'on a parlé davantage de ces troubles-là, mais tu sais, t'as ANEB, qui est un site web super intéressant, qui en parle de la bigorexie, de l'orthorexie, il parle de tous les autres troubles. Aneb. Je vais mettre, ANEB, on en a parlé, mais le je vais lien. mettre le lien dans les Mm. show notes du. Un autre organisme qui est régional, c'est Sportaid. Je ne sais pas si les jeunes le connaissent ou pas, mais c'est vraiment une super belle ressource. Puis c'est des intervenants formés qui sont habilités à supporter beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. Puis ils ont voyons, un bon outil de référence aussi quand ça déborde un peu leur rôle. Il y a toujours le 811 option 2 là, dans la plupart des régions du Québec qu'on peut composer si on a besoin de ressources plus approfondies. À Québec, par rapport aux troubles alimentaires, il y a la maison de l'éclaircie. Je le nomme même si vous êtes, mettons, de Montréal ou de Trois-Rivières, parce que ils ont un site web, puis ils ont beaucoup d'informations, au même titre qu'ANEB, qui peut être super OK. intéressant. OK. Tu vois, ça, je connaissais pas, mais je vais mettre les liens aussi vers ces ressources-là dans les show notes, que ce soit pour un athlète ou pour un parent d'athlète qui dit, Oui, bon, ben, on a peut-être oui. besoin d'aide. Tu sais, des fois, il y a des parents qui peuvent cibler quelque chose avant même tu sais, pour aider leur athlète, puis ben, leur athlète veut peut-être pas en parler nécessairement aux parents. Là. Souvent, c'est problématique. Fait que je vais les mettre là, puis c'est sûr que ça va aider quelqu'un. Puis il y a même du support aux parents par certains organismes pour justement, tu sais, par crainte de nuire, des fois le parent ose pas, mais il peut être supporté par certains intervenants. Fait que faut pas hésiter non plus si c'est un parent qui nous écoute de contacter puis d'aller chercher l'information par rapport à leur inquiétude, puis un peu savoir comment agir avec son jeune. C'est pas évident là, quand on décèle des problématiques, fait que c'est normal d'avoir besoin. Ouais. Cool. Je pense qu'on est à une belle place pour conclure ou presque. Là. Oui. Peut-être, moi, ce que là, tu nous as donné des bonnes ressources, peut-être qu'on pourrait, j'aimerais ça clarifier sur, OK, ben c'est qui, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, qui on va voir, c'est quoi le rôle à qui. Parce que la réalité, c'est qu'un jeune qui souffre de troubles alimentaires, je ne suis pas la personne pour l'aider, puis MVP, on n'est pas l'équipe pour aider un jeune avec un trouble alimentaire. Tu sais, on peut pas aider ces personnes-là, on peut pas aider ces jeunes-là, puis ça, c'est la première chose que je veux dire. Fait que peut-être que tu peux me corriger, mais je pense que la première étape serait de trouver un ou une nutritionniste qui est expert, même en troubles alimentaires. Tu sais, je pense que la plupart des nutritionnistes diététistes au Québec sont formés là-dedans. Puis surtout Mm-hmm. de nos jours, là, je pense que c'est comme le sujet de où est-ce que les nutritionnistes deviennent de meilleur en meilleur avec ça. Là. Je veux dire, de ma perspective du moins, je pense que la première étape, c'est ça. C'est-tu de chercher un préparateur sportif, c'est-tu de chercher un psychologue, mais dans ma tête à moi, c'est de trouver peut-être un nutritionniste expert là-dedans, puis lui va être capable de te rediriger ensuite, puis éventuellement, c'est cette personne-là qui va faire peut-être le lien vers toi à quelque part. Ouais, dans le fond, c'est ça. Puis l'important, c'est d'aller chercher l'aide, là, peu importe. Mm-hmm. Puis après ça, d'être orienté vers les bonnes ressources. Fait que si vraiment la problématique se situe davantage au niveau alimentaire, la nutritionniste va être intéressant. Des fois, on va travailler en collaboration avec l'IPS, le médecin, pour aller faire, parce que la nutritionniste peut pas prescrire tous les trucs que le médecin ou Ouais, l'IPS peut prescrire. Fait que souvent, c'est une approche par équipe quand le trouble ou les ouais, symptômes sont vraiment importants. L'important, c'est
à la base de consulter, tu sais, fait que ça soit le médecin, que ça soit la nutritionniste, que ça soit une ressource qui est capable d'aller adapter ou aborder le sujet, puis après ça, déceler les problématiques, fait que de rentrer dans un certain réseau pour pouvoir avoir accès à quelqu'un qui peut vraiment faire une évaluation globale, médicale ou nutrition, là, qui peut être intéressant. Fait que oui, nutritionniste, il y en a au privé, il y en a au public, c'est pas toujours évident de trouver les ressources. Puis, il y a des sites, des associations, on pourrait le mettre peut-être dans le podcast par rapport aux nutritionnistes. Il y a une association où est-ce que les jeunes pourraient se référer à ce genre pour pouvoir l'identifier là, dans leur territoire où sont les bonnes ressources, là, parce qu'ils ont certaines spécialités aussi. Le psychologue sportif peut aider beaucoup, beaucoup parce qu'on le sait que la portion mentale en lien avec un trouble alimentaire, par exemple, est super importante. Tu sais, il y a beaucoup d'obsessions, il y a beaucoup de choses. Fait que je pense qu'une thérapie peut être aussi adaptée. Fait que c'est souvent en équipe. Puis on dit psychologue sportif, ça pourrait être un psychologue, ça pourrait être un psychothérapeute aussi, mais idéalement qui est plus spécialisé en lien avec la santé psychologique sportive, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours évident de trouver la ressource. C'est l'important, c'est de trouver les ressources. Ouais. S'il y en a qui écoutent, là, je veux pas nommer la personne parce que j'y ai pas parlé, puis c'est même pas que je le connais, là, mais il y a une personne à Québec qui travaille aussi en ligne, si je me trompe pas, en qui j'ai énormément confiance, un nutritionniste au doctorat, si je me trompe pas, puis il est expert. Ouais, il est expert en troubles alimentaires. Fait que si vous avez besoin de références, je vais vous diriger vers lui, puis à ce moment-là, ben, j'y écrirai peut-être pour lui dire que j'ai référé du monde vers lui, mais je pense que s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas à nous écrire. Tu sais, je pense qu'on a un rôle qui est proche des athlètes. Les athlètes peuvent se confier à nous, puis les athlètes peuvent nous faire confiance, puis la personne à qui je référerais, personnellement, à qui j'ai confiance, c'est quelqu'un qui peut bien accrocher avec les athlètes aussi. Tu sais, des fois, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux avoir confiance, tu peux accrocher. Moi, j'accrocherais avec cette personne-là. Fait que je me dis qu'un jeune joueur de football pourrait définitivement accrocher avec. Fait que je n'arrive pas à nous écrire par email ou Instagram, peu importe. On peut vous diriger vers les bonnes ressources sans problème. Mais clairement qu'il va comprendre la réalité, tu sais, s'il est spécialisé dans la nutrition sportive puis tout ça. Puis c'est un athlète. Fait que... Un athlète à la base, fait que c'est ça, il baigne là-dedans, puis c'est probablement que c'est par intérêt s'il est rendu au doctorat, fait que c'est super intéressant. La Maison d'Éclaircie à Québec a des rencontres avec nutritionnistes aussi. Ils ont une liste d'attente. Fait qu'il y a plusieurs ressources qui existent. Ce que j'ai envie de nommer, c'est restez pas seul avec ça. Si vous avez des questionnements, allez vérifier. Est-ce que s'il y a des particularités qui vous inquiètent, ça impacte-tu votre fonctionnement, ça impacte-tu votre santé physique et mentale? Puis si oui, allez chercher de l'aide. C'est vraiment ça le plus important. Pour conclure, peut-être si des athlètes ou des parents d'athlètes qui nous ont écoutés jusqu'ici aujourd'hui, premièrement, merci. Là. Je pense que c'est un des épisodes les plus importants qu'on a fait, mais est-ce que tu veux nous donner les informations où est-ce qu'ils peuvent te contacter, soit maintenant ou tu me les enverras, puis je les ajouterai dans la description de l'épisode, que ce soit courriel ou autre, si quelqu'un dit « Ok, ben moi j'aimerais ça y parler, j'ai besoin de quelque chose. » Oui, peut-être que j'irais plus avec dans l'épisode que directement live. Là, j'ai comme d'informations que je pourrais te fournir, que les gens pourront se référer aux besoins, puis ça va me faire plaisir de pouvoir aider les gens si besoin ou même pister. J'offre aussi un peu de formation pour des équipes de coaching, comme on a pu vivre ensemble, pour des équipes de professeurs, pour j'ai même des professionnels là, de physiothérapie ou autre là, que je peux donner une certaine formation là, en lien avec la santé mentale. Fait que ça va me faire plaisir s'il y a des gens qui me contactent via les informations. Mais je faisais pas ça pour ça, c'est vraiment par passion de l'humain, des jeunes athlètes, que j'avais envie de participer au podcast parce que je trouve ça vraiment important qu'on aborde ce sujet-là. Très cool. Honnêtement, merci beaucoup. Je pense que c'est pour de vrai un des épisodes les plus importants qu'on va avoir fait jusqu'à date. Fait que tant mieux si ça peut aider, si ça peut être intéressant, ça me fait vraiment plaisir. Même chose pour moi, plaisir partagé. On se trouve un moment pour le deuxième quart de l'année. Oui, avec plaisir. On va avoir un meilleur setup, pas de petit bing-bing, puis on va se connecter. Promis, c'est une promesse, je m'engage. All right. Merci beaucoup. OK, ciao. Merci à vous. Bye, bonne journée.